Salut les amis, j'espère que vous allez très bien. Je suis ravi de vous retrouver à nouveau sur Easy Training pour aborder un sujet autour de Kubernetes, en l'occurrence les services. Oui les amis, aujourd'hui nous allons voir comment exposer des applications sur un cluster Kubernetes, soit en on-premise, soit dans le cloud. Donc accrochez-vous. Mais avant, si c'est la première fois que vous regardez une de nos vidéos, je suis Diran Tafel, formateur passionné dans le domaine du cloud, du DevOps, mais également du business, où j'accompagne les freelances à trouver des missions et les salariés à se lancer en freelance. Si l'un de ces trois thèmes t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à notre chaîne YouTube, mais également à nous suivre sur nos différentes pages LinkedIn où on publie chaque semaine des formations gratuites. Sur ce, nous allons maintenant aborder nos services. Le premier élément que vous devez comprendre au niveau des services, c'est que c'est un objet Kubernetes. C'est très important. Parce que Kubernetes, c'est un peu comme une boîte à outils. Et pour faire une tâche spécifique, vous allez sortir l'outil qui va bien. On va vous dire par exemple que pour exécuter des workloads, c'est-à-dire des applications, alors on va parler du pod. Lorsqu'on va vouloir faire telle ou telle tâche, on va utiliser un type d'objet en effet nécessaire à cette tâche-là. Et moi, je vais donc vous expliquer c'est quoi, en effet, cet objet qu'on appelle service. Quel est le besoin? Vous connaissez déjà ma méthode pédagogique. J'explique d'abord, en effet, le pourquoi. Ensuite, on va voir les différents types de services ensuite. Donc, restez jusqu'à la fin. Alors, pourquoi est-ce qu'on utilise, en effet, les services? On va prendre une application, par exemple, voilà, on prend une application. On est sur une machine là, tac. On a une application avec, allez, je vais faire un dessin beaucoup plus grand pour que ce soit bien visible pour vous. Voilà. Donc, imaginons on a une application comme ça, voilà. Avec par exemple un front-end et un back-end. Voilà. Front-end, back-end. Et du coup, on a ensuite un utilisateur qui vient consommer le front-end. On a notre cluster K8s ici. La question qu'on va se poser, c'est lorsque le back-end va tenter en effet de discuter avec le front-end, lorsque le front-end, pardon, va essayer de discuter avec le back-end, qu'est-ce qui se passe si on perd notre back-end? On perd le pod en question. Qu'est-ce qui va se passer? Ben forcément, le front-end n'aura plus accès donc au back-end. Du coup, le client va ressentir qu'il n'a plus accès aux données de la base de données et forcément, il y a une dégradation du service et même une interruption de service. Alors, vous allez me dire, mais Diran, on déploie rapidement un pod ici, qui va permettre de résoudre le problème. Oui, quand vous allez déployer, il faudra revenir modifier la configuration du front-end pour qu'il pointe maintenant sur ce pod-là. Vous allez me dire, mais Diran, pour la création automatique, on a ce qu'on appelle des réplica sets. Oui, on peut en effet déployer un objet de type réplica set ou alors même un deployment qui lui va se charger en effet de s'assurer qu'on ait toujours minimum un certain nombre de pods en cours d'exécution. Oui, mais le problème est toujours le même. Il faudra venir modifier la configuration pour qu'il pointe sur un pod particulier. Et ça, on ne peut pas venir faire cette action manuellement à chaque fois. Du coup, la logique ici, c'est de mettre en place un load balancer qui lui, en effet, sera le point d'entrée de l'application. Je vais changer de couleur pour que ce soit bien visible pour vous. Voilà. On va mettre un load balancer ici, un LB, qui va donc se charger de répartir la charge sur les différents pods en vie, alive, les pods en vie. Et donc, cet LB-là sera du coup le point d'entrée pour accéder à notre back-end. Et cet LB, c'est donc ça qu'on va appeler service. Donc, le service est tout simplement un objet Kubernetes qui va permettre de fédérer des pods et de nous offrir donc un seul point d'entrée, garantissant ici l'accessibilité de notre application, même si ici il y a des chamboulements. Par exemple, si je change d'image de mes pods, donc l'image du conteneur, il n'y aura pas en fait de cassure, parce que lui en effet, il va directement retrouver les pods qui vont bien. Maintenant, comment est-ce que
le service fait pour trouver les pods, c'est simplement à l'aide de la notion de label et sélecteur. Si vous voulez que je fasse une vidéo autour des labels et des sélecteurs, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Mais globalement, c'est à ça que le service va nous servir. Et même au niveau du front-end, on aura le même problème. Parce que globalement, il faudrait que l'utilisateur ne pointe pas directement sur un pod. Non, il doit en effet pointer sur un service qui va nous permettre globalement d'avoir même plusieurs front-end et de répartir la charge sur ce dernier. Donc, la méthode d'exposition, soit à l'intérieur, soit à l'extérieur d'une application, ça se fait via des services. Parce que les services représentent la notion de load balancing qui nous apporte beaucoup plus de scalabilité parce qu'en effet, si on veut mettre 10 réplicas ici, le load balancer va load balancer, donc le service va load balancer sur les 10. Donc ça veut dire qu'on a besoin d'un objet qui scale rapidement et qui va donc nous permettre d'avoir un seul point d'entrée et masquer ce qu'il y a derrière parce que c'est ça le but. Masquer la complexité qu'il y a derrière et nous fournir juste un seul endpoint. C'est donc ça la nécessité d'utiliser les services. Ça veut dire que si je fais donc une application avec un front-end et un back-end, mais le front-end aura un service pour l'exposer et ensuite le back-end aura un service également pour l'exposer au niveau de son endpoint. Sachant que le endpoint du back-end n'a pas besoin d'être visible de l'extérieur, ça n'a aucun intérêt, vu qu'il est consommé directement par les ressources mêmes déployées. Et on verra donc quels sont les différents services qu'on peut donc utiliser pour matérialiser ce besoin-là. Mais si vous avez déjà bien cerné ce que c'est qu'un service, n'hésitez pas à nous laisser un pouce bleu au niveau de la vidéo pour nous encourager. Et si vous n'avez pas bien compris, n'hésitez pas quand même à marquer en commentaire et je viendrai répondre ensuite. Bien, maintenant nous allons voir les différents types de services disponibles sur Kubernetes. Après avoir bien compris la nécessité d'utiliser des services, il est maintenant question pour nous de voir quels sont les différents types de services qu'on a donc sur Kubernetes. Dans cette vidéo, je vais juste parler des 3 grands types de services que nous avons. Je ne parlerai pas des services de type headless et des services de type external name. Je ferai d'autres vidéos dessus, mais si en effet c'est des sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas également à marquer en commentaire parce que c'est vous en effet qui me dictez plus ou moins la ligne éditoriale. Donc s'il y a des sujets que je dois approfondir, n'hésitez pas. Mais là, je vais parler de ceux qu'on voit le plus souvent et les plus simples. Alors, revenons sur une autre application de tout à l'heure. Donc là, nous avons notre serveur, nous avons le front-end, nous avons le back-end. Nous avons dit que pour exposer en effet le back-end, on utilise un service et pour exposer le front-end, on utilise un autre service. Bien. Alors, le type de service qui permet en effet que l'on n'expose pas notre application à l'extérieur, en l'occurrence le back-end, c'est un service de type cluster IP, visible uniquement pour les ressources déployées dans le cluster. Très intéressant pour les back-end. Ensuite, pour le front-end, on a 2 cas. Soit on expose directement notre application sur un port entre 30 000 et 32 000 quelque chose, donc sur un port comme ça, sur l'ensemble des nœuds. Ça, ce sera un service de type node port. Et donc là, l'utilisateur aura juste à mettre l'IP d'un des nœuds du cluster. Si c'est une application web, 2 points, le port qui va bien. Sauf qu'on est bien d'accord que vous ne pourrez pas concrètement déployer une application et demander à vos clients d'utiliser par exemple, je sais pas moi, la banque, votre banque globalement 2.30 000. Ça n'a pas de sens. Ça veut dire que ce type de service est intéressant pour les démos, pour les tests, pour voir si en effet l'application est bien fonctionnelle, mais sauf que ça ne peut pas être utilisé dans le temps pour pouvoir déployer vraiment de grosses applications en production et de permettre leur accès. Ça veut dire qu'on a une deuxième alternative que sont les services de type load balancer. Et là, en effet, ça devient intéressant. Alors, vous devez savoir que le service de type load balancer est très souvent utilisé quand on travaille sur le cloud computing. Et qu'est-ce qu'il va tout simplement faire? Il va aller sur votre outil de load balancing et il va simplement créer une entrée LB et dire si quelqu'un vient en effet demander cette LB-ci, envoyez-le
vers moi. Et moi, je l'envoie vers l'application. Je me répète encore. Le service de type load balancer, tout ce qu'il fait, c'est qu'il va en fait créer d'abord un service de type node port caché et il va ensuite piloter un outil de load balancing. Ça peut être un HAProxy, ça peut être également un outil donc cloud comme l'Elastic Load Balancer sur AWS pour ceux qui savent sur AWS. Mais vous avez également d'autres outils en on-premise, comme par exemple dans la suite vSphere, vous avez également des load balancing qui peuvent être pilotés. Et c'est donc via en effet cet LB qui sera créé par Kubernetes. Ça veut dire qu'il faudrait qu'il ait un driver qui lui permet de piloter cette ressource-là. Et c'est généralement via les services de type load balancer qu'on va déployer nos applications. Maintenant, il faut bien faire attention à quelque chose. Parce que souvent, il y a des gens qui essaient de reproduire en fait le service de type load balancing mais à la main. J'ai par exemple des collègues qui font ceci. Ils créent un service de type node port. Par exemple, ils vont mettre, je sais pas moi, 30 080. Ils vont créer un premier qu'ils vont par exemple appeler HTTP. Et ensuite, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent en fait et ils mettent en place un load balancer qui va faire quoi? Toutes les requêtes qu'il va recevoir sur le 80, il va les renvoyer en fait sur le 30 080 de la machine. Parce qu'en effet, il a plutôt créé un service de type node port. Donc, globalement, les services de type node port et load balancer vont contribuer à exposer l'application à l'extérieur. Ça veut dire que ça ne sert à rien de mettre par exemple un service de type node port ici, ou load balancer, parce que c'est le back-end. Alors qu'au niveau du front-end, en effet, on a deux possibilités. Soit directement un service de type load balancer qui est automatisé, contrairement au service de type node port qui va vous demander vous-même de créer votre load balancer et de piloter ce qui va bien. Donc là, on a un système automatique d'exposition de l'application à l'extérieur. Là, on a un système qui va nécessiter, pour avoir un port acceptable par les clients, mais du coup que vous mettiez en place quelque chose. Ou alors, vous exposez simplement des ports grâce au node port, donc des ports supérieurs à 30 000, et vous avez juste à mettre l'IP2 point, le port pour accéder à votre application. Donc, voilà, de façon très simpliste, les différents services que l'on a, les services basiques, je précise bien, cluster IP, node port et load balancer. Si un service qui n'a pas été très bien compris, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je précise que je n'ai pas évoqué les services de type headness qui sont un peu plus avancés et les services de type external name. Donc, si vous voulez que je fasse des vidéos par rapport à ça, n'hésitez pas à préciser également en commentaire. Donc, le but globalement, c'était de vous donner une idée pour que si vous travaillez sur un cluster Kubernetes, que vous ne soyez pas surpris de voir des services, mais voilà leur rôle et ne vous y trompez plus à l'avenir. Et si vous voulez approfondir ces notions-là, nous réalisons des bootcamps DevOps ID Training où on revient en détail en effet sur ces services-là et on vous forme sur le déploiement de vos applications sur Kubernetes. Si cette vidéo vous a en effet été utile, intéressante, n'hésitez pas à la partager à votre réseau. Le but en effet c'est d'agrandir la communauté et surtout que vous preniez du plaisir, autant de plaisir que moi j'ai pris à enregistrer cette vidéo. C'était Diran Tafel, votre formateur passionné. Ciao, ciao.